protéger les intérêts de particuliers, les institutions judiciaires malgaches négligent leur responsabilité fondamentale de garantir le respect de la loi selon les politiciens. D'après eux, ces institutions font abstraction de leur éthique et de leurs sermons. Aucune des promesses formulées par le président Adjadouil n'a été concrétisée au cours des 5 dernières années, dénoncent les politiciens. L'absence de transparence dans la gouvernance du pays est manifeste. Dans l'actualité internationale, la situation en Cisjordanie est toujours tendue. Au moins 8 Palestiniens armés ont été tués lors d'affrontements avec les troupes au cours d'un raid de l'armée israélienne à Tulkarem la semaine dernière. Certains d'entre eux ont été tués lors d'une frappe aérienne tandis qu'un soldat israélien a été grièvement blessé lors du raid. Pour protéger les intérêts de particuliers, les institutions judiciaires malgaches négligent leur responsabilité fondamentale de garantir le respect de la loi. 2 cas similaires se sont produits au Sénégal et à Madagascar, où un candidat à la présidentielle avait une autre nationalité. Contrairement aux institutions malgaches, le Conseil constitutionnel sénégalais a su maintenir son intégrité en refusant la candidature de Karim Wade, même après qu'il ait renoncé à sa nationalité française. Cela démontre que le Sénégal est un pays souverain, attaché au respect de la loi, une caractéristique que les politiciens malgaches estiment absente au sein de leur propre institution. Tout d'abord, examinons les lois françaises. Il est important de rappeler que, conformément aux lois françaises, toute personne détenant la nationalité française est tenue de défendre les intérêts de la France, de prêter allégeance à la France, à son hymne national et de respecter ses valeurs, indépendamment de ses origines, qu'elles soient malgaches, sénégalaises ou d'une autre nationalité. De plus, les lois françaises interdisent qu'une personne ayant la nationalité française occupe un poste de fonctionnaire dans un pays autre que la France. La présidence est pourtant le poste de fonctionnaire le plus élevé d'un pays. En ce qui concerne nos propres lois, l'article 42 de la Constitution est clair, mais ces dispositions sont déformées depuis que l'on a découvert que le président Adjadouil avait la nationalité française, une nationalité qu'il avait initialement dissimulé avoir demandé lorsqu'il présidait la transition. Il a donc trompé le peuple. Au Sénégal, le tribunal a rejeté la candidature d'un candidat ayant une autre nationalité, considérant que cela allait à l'encontre de leur morale, de leur éthique et de leurs lois. Chez nous, ni la morale, ni l'éthique, et encore moins les lois ne sont prises en considération. C'est la protection des intérêts d'un individu particulier qui prévaut. Ce politicien remet ainsi en question l'intégrité des institutions judiciaires malgaches qui ont prêté serment pour assurer le respect de la loi. À la différence de Karim Wade, le président Adjadouil n'a jamais manifesté l'intention ni la volonté de renoncer à sa nationalité française afin de se conformer à la loi. Chez nous, il est manifeste que la loi est appliquée de manière sélective. Nous, les politiciens, nous nous interrogeons sur ce qui se serait passé si un autre individu avait été concerné par ce problème de nationalité. Peut-être que dans ce cas, la morale et l'éthique auraient été prises en considération. Il incombait à Adjadouil de révéler au peuple son autre nationalité, au moins en 2018. À la question de savoir pourquoi il ne l'avait pas fait, il a répondu que personne ne le lui avait demandé. De plus, compte tenu de la sensibilité des Malgaches, le président a manipulé l'opinion en insistant sur le fait qu'il était né malgache, qu'il avait vécu ici et que son sang était malgache. Bien que ces éléments soient vrais, il est crucial de ne pas confondre origine et nationalité. Il a également cité l'exemple de Barack Obama, qui était kényan, mais président des États-Unis. Oublions que cela était possible car Obama avait la nationalité américaine. Un mélange d'arguments a été utilisé pour tenter de justifier sa candidature à la présidentielle, en dépit des dispositions légales. Au Sénégal, en revanche, la loi a été respectée sans tenir compte de l'identité de la personne concernée. Ces individus au sein du système judiciaire malgache ont prêté serment pour faire respecter la loi. Alors pourquoi n'ont-ils pas agi conformément à la loi dans cette situation particulière ?
faretolany anina amin'ny fitsarana sy ny sisy rehetra dia tsy afaka mba hijery anatin'izay hoe tiany fampiarana ny lalàna. Au Sénégal, le candidat du Parti démocratique sénégalais, Karim Wade, ne participera pas à l'élection présidentielle qui aura lieu le 25 février prochain. Sa candidature a été rejetée en raison du fait qu'au moment de son dépôt le 22 décembre 2023, bien que Karim Wade ait fait une déclaration sur l'honneur affirmant avoir renoncé à sa nationalité française le 21 décembre 2023, la perte officielle de sa nationalité n'a été entérinée que le 16 janvier 2024 par décret. En d'autres termes, au moment de sa candidature, Karim Wade avait encore la nationalité française et n'était donc pas éligible en tant que candidat à la présidentielle. Aucune des promesses formulées par le président Adjadouel n'a été concrétisée au cours des 5 dernières années, dénoncent les politiciens. Le président et son équipe continuent de tromper le peuple, car en plus de ces promesses non tenues, ils avancent de nouvelles promesses dénuées de substance. Selon les explications, si les dirigeants persistent dans leur politique actuelle, l'avenir de Madagascar s'annonce incertain. Tao anatin'ilay 10 taona voalohany iny dia hitantsika raha nisy angamba mpitondra fanjakana nanao fampanantenana be indrindra dia i Andry Rajoelina sy ny Mpombazy. Au cours de ces 5 premières années, ce régime a été marqué par un nombre important de promesses, mais lorsqu'on examine ce qui a été réellement accompli, les dirigeants de ce régime se révèlent être parmi ceux ayant le plus déçu la population, en particulier ceux qui avaient placé de grandes attentes en eux. Actuellement, ils aspirent à diriger de nouveau Madagascar pour les 5 prochaines années et formulent de nouvelles promesses. En tant que président d'Outcaf, je pose la question, allons-nous encore endurer les mêmes situations que celles vécues au cours de ces 5 dernières années? Si l'on se penche sur les exemples, tels que les promesses visant à mettre fin aux coupures d'électricité, à l'électrification rurale, à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire à Madagascar, on constate que beaucoup a été promis, mais peu a été réalisé. En plus des promesses non tenues, l'absence de transparence dans la gouvernance de notre pays est manifeste, comme en témoigne le manque de clarté sur les modalités entourant la construction du projet gouvernemental autoroute qui relie Antananarivo à Toamasina. En ce qui concerne le projet d'autoroute, tout d'abord, le manque de transparence dans la réalisation de ces grandes infrastructures est évident. Il s'agit d'un projet dont les modalités de collaboration avec l'État chinois ne sont pas transparentes depuis le régime Radjounarmapian. Bien que ce projet soit d'une envergure significative et ait le potentiel de résoudre des problèmes de transport, il est entravé par le manque de transparence. Pour tout projet, il est essentiel que les modalités de partenariat avec des pays étrangers soient claires, tout comme les implications de cette collaboration. Dans la loi de finances révèle, il n'y a pas de subvention allouée à l'État malgache pour la construction d'autoroutes, ce qui souligne la nécessité d'une transparence accrue dans les contrats relatifs à de telles infrastructures. Des millions d'ariages ont été alloués à la réalisation de ces grands projets gouvernementaux, mais selon les politiciens, la plupart d'entre eux n'ont jamais été concrétisés. Un exemple frappant est le projet Tanamasoandro, qui n'a jamais abouti. En outre, le projet tel que l'autoroute, le téléphérique, ne pourront pas résoudre le problème immédiat de pauvreté dans le pays. Les observateurs de la vie nationale se demandent ainsi où est passé l'ensemble des fonds publics et des financements étrangers alloués à ces projets et s'interrogent sur l'existence de transparence dans la gestion des fonds publics. Les entreprises opérant dans l'exportation du girofle sont menacées de chômage technique et d'arrêt d'activité en raison des problèmes liés à l'obtention d'agréments de la part du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. En effet, les pratiques de népotisme persistent dans l'attribution des licences d'exportation pour la vanille et les clous de girofle. La corruption sévit au sein du ministère compétent lors de l'octroi des agréments aux entreprises. Selon les explications, ce mode de fonctionnement nuit non seulement aux entreprises, mais a également un impact direct sur les travailleurs. En 2022, nos employeurs ont mis les travailleurs en chômage technique.
ce qui signifie que ces derniers ne travaillent plus et ne perçoivent plus de salaire. Cela crée des problèmes sociaux car les employés se retrouvent sans emploi et ne savent pas comment subvenir aux besoins de leur famille. Du côté de l'entreprise, si elle acquiert des produits, mais que les documents nécessaires pour les exporter ne sont pas délivrés, cela entraîne des pertes en raison d'un surplus de stock. Si l'entreprise subit des pertes importantes, elle risque de fermer, ce qui entraînerait la mise en chômage technique de ses employés. Au cours des 5 dernières années, aucune nouvelle entreprise n'a été créée et celles déjà existantes rencontrent de sérieuses difficultés. L'entreprise Bontou achète et récupère les produits des agriculteurs du district de Mananzaj. Elle crée directement et indirectement des emplois pour plus de 1600 citoyens. Elle produit également de l'huile essentielle et participe à l'exportation de vanille. Actuellement, l'entreprise fait face à d'importantes difficultés en raison d'une non-obtention de cet agrément, malgré ses efforts pour respecter les conditions établies par le gouvernement. Cette entreprise soutient les agriculteurs en achetant leurs produits. Cependant, elle rencontre depuis longtemps des problèmes liés à l'obtention de l'agrément. Nous attirons l'attention des dirigeants sur cette situation, car la société Bontux joue un rôle crucial dans la préservation sociale des agriculteurs et contribue aux objectifs du gouvernement en faveur de Madagascar vert. Chaque année, l'entreprise rencontre des difficultés pour obtenir l'agrément. Parfois, le gouvernement accorde l'agrément, mais classe la société dans la catégorie artisanale, alors que Bontux est une entreprise industrielle. Nous demandons également que cette situation soit résolue. Selon les explications, depuis son ouverture en 2007, cette entreprise n'avait jamais rencontré de problème pour obtenir l'agrément. Cependant, au cours des 5 dernières années, elle a commencé à rencontrer des difficultés à cet égard. Outre Bontou, de nombreuses autres entreprises établies depuis des décennies à Mananzaj ont dû fermer leurs portes parce que le gouvernement n'accorde plus la licence d'exportation. Ce problème de délivrance d'agréments ne touche pas seulement Mananzaj, mais également de nombreux entrepreneurs dans les régions de Sava et Diana. Les critères et le processus de sélection des entreprises bénéficiant de l'agrément ne sont plus clairs et transparents. Par conséquent, à peine 15% des produits qui devaient être exportés l'année dernière ont réellement pu l'être. Cela a provoqué la dépréciation de l'ariage et menace de mettre en péril des milliers d'emplois. Neuf personnes ont été appréhendées et comparaîtront devant la justice demain en lien avec les cas d'insécurité à Kasbé et l'assassinat du maire d'Anjanumiel dans la nuit du 7 janvier. Parmi elles figurent 5 membres des forces de l'ordre, 2 chefs de Fouktane et 2 civils. L'instigateur de l'assassinat du maire a également été identifié et les forces de l'ordre sont actuellement à sa recherche, selon les explications. À la suite des enquêtes menées par la section de recherche criminelle d'Antananarivo et les gendarmes du groupement Analamang, des descentes ont été effectuées. L'enquête ne s'est pas limitée au meurtre du maire, mais a également porté sur tous les cas d'insécurité à Anjanumiel et ses environs. Les habitants ont signalé des plaintes concernant des membres des forces de l'ordre qui auraient volé de l'argent. 5 membres des forces de l'ordre, 2 chefs de Fouktane et 2 civils seront ainsi traduits devant le tribunal à Anrazbé. Le cerveau derrière l'assassinat du maire a été identifié grâce à l'examen du téléphone portable utilisé par l'un des Daal qui a été tué. Nous sommes actuellement en pleine recherche de cet individu en collaboration avec les membres des forces de l'ordre dans les localités et nous attendons les résultats de ces opérations. Rappelons qu'au cours de la nuit du 7 au 8 janvier, un groupe de Daal a attaqué la commune d'Anjanumiel-Atim. Les malfaiteurs ont délibérément ciblé le maire d'Anjanumiel et l'ont abattu sans donner aucune explication. Précédemment, des cas d'enlèvement ont également été signalés dans le district d'Akasbé. Les agents du transport public souhaitent augmenter les frais de transport à Ouissant-Ariage. Ils font actuellement face à d'énormes pertes, selon les explications du FMA, le groupement des 12 coopératifs de la capitale. L'augmentation des frais de bus à Ouissant-Ariage leur permettrait de faire face à l'inflation actuelle, 2 ans après la hausse des prix du pétrole.
Les prix des pièces détachées automobiles sont également très élevés. La récente augmentation des tarifs des visites techniques pour les voitures aggrave cette situation déjà difficile. Chez nous, ce sont les transporteurs qui doivent encore payer les patentes chaque année, bien que cela ne devrait pas relever de leur responsabilité, car il s'agit d'un service public. Alors que notre patente s'élève à environ 580 000 ariars par an, à l'étranger, certains transporteurs ne sont pas tenus de la payer. De nombreuses questions nécessitent une discussion approfondie pour améliorer les conditions du transport public. Si l'année dernière, nous avons demandé à ce que les frais de transport soient de 800 ariars, compte tenu de la situation, c'est qu'il y a une raison. Mais personne ne semble nous écouter. Même si payer 800 ariars est lourd pour les Malgaches, nous devrions trouver un moyen de nous comprendre. Nous avons fait savoir au ministère et au président que 800 ariars serait le prix adéquat pour le transport public. Même avec ce tarif, nous ne pouvons prétendre réaliser d'importants bénéfices. Les agents du transport public ne sont pas en mesure de fournir à 100% un service de qualité car les revenus qu'ils génèrent sont inférieurs aux dépenses qu'ils doivent supporter. Les transporteurs traversent une période difficile en raison des restrictions tarifaires imposées par le gouvernement selon les explications. Les transporteurs ne sont plus en mesure d'exercer leur métier selon les normes requises en raison de cette situation, ce qui représente un risque tant pour eux que pour les passagers. Nous ne pouvons plus utiliser de pièces de qualité pour nos véhicules, alors qu'auparavant, nous effectuions des entretiens périodiques mensuels. Nous ne le faisons maintenant que tous les 2 mois, car le faire chaque mois entraînerait des pertes financières. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas assurer un service de qualité en raison des maigres revenus que nous percevons. De nombreuses questions doivent être discutées entre les acteurs du transport public et le gouvernement, mais selon les explications, personne n'a prêté attention à leurs appels au dialogue. Jusqu'à aujourd'hui, aucune réunion n'a encore eu lieu au sein du FMA pour discuter de l'augmentation des frais de transport. Pour le FMA, fixer le tarif de 800 ariars est le seul moyen d'aider les transporteurs à faire face aux problèmes actuels. Les précipitations devraient s'intensifier sur de nombreuses régions de Madagascar au cours des 5 prochains jours, selon les prévisions de Météo Madagascar. Cette intensification est attribuée à une forte activité nuageuse dans l'océan Indien qui, selon les explications, pourrait évoluer en cyclone. Son développement est étroitement surveillé. Nous sommes actuellement en saison des pluies, ce qui signifie que les précipitations vont persister, surtout dans le nord et le centre de l'île. Les pluies se manifestent généralement l'après-midi et la nuit. Une évaluation de la forte activité nuageuse dans l'océan Indien est également en cours. Elle est actuellement au nord d'une île voisine. Si elle évolue en cyclone, elle suivra une trajectoire vers le sud et ne devrait pas passer sur Madagascar. Cependant, elle entraînera des perturbations dans les conditions météorologiques du pays et des fortes précipitations. Les prévisions météorologiques indiquent une intensification des vents le long de la côte sud-ouest. Une alerte rouge est émise pour les régions autour de Manzang et Antala et jaune pour les régions de Tuliar et Murumbe. Il est fortement recommandé aux usagers de la mer de rester vigilants et de prendre des précautions, en particulier le long des côtes de la région du sud-ouest. Tulkarem, près de Naplouse, en Cisjordanie. Partout, les traces de destruction de la dernière incursion de l'armée israélienne. Cette voiture a été visée par une frappe aérienne. On est sorti de la maison et on a trouvé 4 morts projetés à terre, le cerveau éclaté. L'un d'entre eux était méconnaissable. Ça fait depuis 1990 qu'on nous parle de paix et aujourd'hui, en 2024, on n'a toujours pas de paix. On n'a pas vécu un seul jour de paix. Les soldats israéliens ont signé leur passage, des étoiles de David et la date du 7 octobre, comme dans cette maison, avec écrit en hébreu « Nous ne pardonnerons pas ».
Ce n'est pas la première fois que ce camp est visé par une opération de l'armée israélienne, mais depuis le 7 octobre, les raids se sont multipliés. Le plus récent a duré 45 heures. 45 heures pendant lesquelles l'armée israélienne dit avoir fouillé 1000 bâtiments, découvert plus de 400 engins explosifs et saisi 27 armes et autres équipements militaires. Ce camp de réfugiés accueille les familles, les descendants des déplacés de 1948 et 4 brigades armées, des combattants de la liberté pour les habitants, des terroristes pour Israël. Cette femme a perdu un fils en novembre, Djihad. En rentrant chez elle, les soldats israéliens ont tiré sur ce portrait. Dieu merci, si les brigades vont bien, alors nous aussi. On est là pour les soutenir, pour qu'ils restent forts moralement. L'armée israélienne estime que les brigades de Tulkarem représentent une menace. Les habitants, eux, considèrent que la lutte armée est justifiée. Le cycle de violence s'est de nouveau accéléré depuis le 7 octobre. Malgré toute la pression, malgré tout ce qu'ils nous font, même s'ils nous tapent dessus, nous on est comme ça, on résiste. Je ne partirai pas d'ici, impossible, sauf dans ma tombe bien sûr. Mais sinon pour aller où? Tu crois qu'on a peur? On résiste. Tu veux qu'on se taise? On ne se taira pas. Kadra a encore un toit au-dessus de sa tête. D'autres n'ont plus cette chance. Ils quittent donc le camp, mais n'ont aucune intention de quitter ce qu'ils considèrent être leur terre.